dans la peau. Anaëlle Patuche, skipper de course au large. Bonjour Anaëlle. Bonjour Benjamin. On s'est rencontrés il y a quelque temps déjà, tu me parlais de tes projets. Certains se sont d'ailleurs déjà réalisés. Pour commencer ce podcast, parle-moi de ton projet prévu en 2032. Alors effectivement, on s'est rencontrés il y a quelques années quand je débutais et là à présent mon objectif c'est de participer au Vendée Globe 2032, donc le tour du monde en solitaire. Et ça c'est pas rien. C'est pas rien effectivement, mais pour y arriver justement, il va y avoir des années de préparation et différentes marches à gravir aussi. Alors ça c'est l'objectif pour 2032. Pour qu'on se rende compte un peu du parcours que tu dois faire pour y arriver, dis-moi déjà ce que tu as fait il y a quelque temps. Alors moi j'ai débuté la course au large en 2022 en Mini 650. Donc j'ai eu l'opportunité en fait de découvrir ce milieu grâce à un stage dans l'équipe d'Alan Rora quand j'avais 17 ans. J'ai décidé de partir justement de la Suisse pour aller voir un peu ce qui se passait en mer plutôt que sur le lac Léman. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ces tout petits bateaux de course au large et que j'ai monté mon premier projet en parallèle de mes études et de la maturité. Donc c'est des projets c'est un projet qui m'a beaucoup amené aussi justement parce que c'était la grande découverte et ma première fois où je naviguais vraiment au solitaire, au large, etc. J'avais aussi effectué un parcours de qualification qui allait en Irlande, etc. Donc c'était vraiment les premières étapes dans ce milieu de la course au large. Et maintenant j'ai la chance d'être passée sur le circuit élite, donc en Figaro 3, avec toutes les courses du championnat qui m'attendent cette année. Waouh, c'est génial, bravo. Mais revenons un petit peu à tes débuts. J'imagine que tu as débuté la voile bien avant ton stage de 2022 avec Alan Rora. Oui, alors la voile, c'est quelque chose que j'ai touché dès que j'étais toute petite. Donc en fait, j'ai des parents qui avaient un bateau sur le lac Léman. Et en fait, dès qu'on était bébé, on a été emmenés sur le bateau pour toutes nos vacances. On a passé tous nos étés à faire des tours du lac, à naviguer, à se baigner, tout ça. Enfin, toute la vie sur un bateau au bord du lac. La belle vie plutôt. Hein. C'était plutôt chouette, effectivement. Le bateau, il était basé où? Vers Versoix, comme la plupart? Oui, nous on habite à Versoix et le bateau était basé à Port-Choiseul. Quand on voit Justine Métro, la carrière qu'elle fait, on se dit qu'à Versoix, il y a des bonnes pousses. Effectivement, quand on regarde dans le milieu de la course au large, effectivement, il y a toute la famille Métro, ils sont tous dans le milieu de la voile, Justine principalement dans la course au large, mais il y a aussi Alan Rora qui vient de Versoix, donc ouais. Quand on regarde ça, j'ai aussi beaucoup de chance d'être née là-bas et d'avoir grandi avec ces deux figures comme un peu modèles et qui donnent envie de faire le même parcours. Alors ta dernière course, tu peux me la raconter ? Alors la dernière course, j'ai participé justement déjà l'année dernière au championnat élite en Figaro avec la solitaire du Figaro au mois de septembre. Donc c'était un bloc de 3 semaines de course en solitaire avec 3 étapes dont la première qui est partie, on est allé en Angleterre, arrivé en Espagne et après voilà, il y a eu 2 autres étapes entre l'Espagne et la France. C'est là où tu as eu quelques soucis ? Oui, alors dans la course au large, comme souvent, ça fait partie, c'est un sport mécanique, donc j'ai eu aussi quelques soucis techniques sur la première étape, notamment où mon pilote automatique n'a pas du tout fonctionné. Je dirais que ça c'est la plus grosse panne avec la panne d'électricité, le blackout total, je dirais que c'est les 2 pires pannes, puisqu'en fait en solitaire, c'est pas comme en croisière, ou c'est pas comme sur des courses à la journée où on s'arrête la nuit, on rentre au port, c'est des courses sur la durée, le bateau continue d'avancer de nuit comme de jour et forcément nous il faut qu'on arrive à vivre à bord sur la durée, donc en fait on a besoin de tous ces moments sous pilote automatique pour pouvoir se reposer, manger, aller faire notre météo, aller décider notre route et en fait c'est tous ces éléments que j'ai pas vraiment pu faire sans mon pilote et aussi sur cette première étape, ce qui fait que je me suis blessée en m'endormant, je suis tombée et je me suis cognée et je me suis blessée au niveau des côtes dans le thorax et ce qui m'a provoqué quelques grosses douleurs sur la première et deuxième étape. Et du coup, entre les 2 étapes à Royan, entre la deuxième et troisième étape, j'ai fait des contrôles justement à l'hôpital pour voir à quel point c'était endommagé. Et les médecins m'avaient conseillé de ne pas prendre le départ de la 3e étape puisque ça pourrait que empirer ou les douleurs n'allaient que revenir. Mais bon, j'ai quand même voulu aller le plus loin possible, donc j'ai pris le départ de la 3e étape et je me suis arrêtée à Brest en cours de route. Les navigateurs disent qu'il y a beaucoup de travaux mécaniques, de réparations à faire. Comment tu t'en sors, toi, dans ce domaine ?
Alors, c'est vrai que justement, dans ce sport, il y a énormément de choses à réparer tout le temps, à repréparer. En fait, comme je disais, c'est un sport mécanique. Les bateaux souffrent énormément en mer, puisqu'on peut rencontrer certaines conditions assez fortes de mer et de vent. Donc, en fait, justement, je dirais que c'est un peu en 2 étapes. Il y a toute la préparation avant que ça casse. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de... Tu prends des cours de mécanique ou tu fais comment ? Oui, alors effectivement, on a des cours de mécanique, de réparation. Ça peut être en voilerie pour tout ce qui est justement réparer des voiles si elles se déchirent. Ça peut être des cours de stratification si le bateau commence à se délaminer ou si on tape quelque chose aussi en mer. On a aussi des cours de mécanique pour pouvoir réparer le moteur qui nous permet de charger justement les batteries. Donc si lui tombe en panne, après on a justement tous ces problèmes d'électronique. Donc effectivement, on touche un peu à tout et on se prépare au mieux pour que les bateaux n'aient pas de pépins en mer. Mais une fois que ça arrive, on a aussi justement toute la partie après de savoir comment réparer. Est-ce que c'est l'équipe technique qui va le faire à terre dès qu'on arrive? Donc est-ce que il faut réussir à arriver absolument sur l'étape pour qu'ils puissent le faire? Ou est-ce que c'est quelque chose que nous on peut faire en mer aussi? Il y a des images que je trouve toujours très spectaculaires, c'est de voir le navigateur, la navigatrice se percher en haut du mât pour faire certaines réparations alors que ça tangue. Oui. T'as déjà été amené à faire ça Alors, j'ai été amenée à le faire, mais en entraînement. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore eu de problème d'aérien ou de drisse. Donc, c'est souvent des choses qui font qu'on est obligé de monter au mât. On a donc un système et des formations justement d'escalade, même en salle, pour s'entraîner à monter en fait en solitaire au mât. Donc, c'est un système d'ascension, ça s'appelle, où on a une poignée qu'on va venir faire monter le long d'une corde et pour réussir à monter en haut. Puis après, on arrive à se redescendre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on espère qu'il n'arrive pas souvent parce que, effectivement, comme je disais, en mer, avec les vagues, tout ça, ça peut être assez délicat, cette montée au mât. Tu parlais du Figaro. Le Figaro, c'est un type de bateau. Pour les non-initiés, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est comme genre de bateau ? Alors le Figaro 3, c'est un bateau qui est sorti en 2019, qui est construit par Beneteau. C'est un bateau de 10 mètres environ. Et en fait, c'est un peu justement le premier Figaro à foil. Donc on a des appendices sur les côtés qui nous permettent de justement soulager l'étrave pour moins enfourner dans les vagues, pour moins que ça tape, et aussi qui nous fait un gros plan anti-dérive, c'est-à-dire qui nous permet de moins déraper sur l'eau. Ça nous permet pas, comme sur les IMOCA maintenant, de voler complètement. De voler, ouais. C'est ces moustaches, si je peux dire comme ça. Oui, c'est ces moustaches sur les côtés du bateau. Et qui surélèvent le bateau et qui surfent littéralement. Exactement. Donc nous, c'est pas aussi fort qu'en IMOCA où ils volent vraiment, mais effectivement, c'est un bateau innovant et qui participe justement à toutes les courses du championnat élite de course au large. Parlant de bateau, je crois que tu loues un bateau à une célèbre navigatrice qui en plus te soutient. Oui, alors le bateau sur lequel je navigue, c'est le bateau de Samantha Davis. Donc Samantha, c'est une navigatrice super expérimentée, qui a fait déjà 4 Vendée Globe et qui a vraiment cette envie de transmission et d'aider les nouvelles femmes et les nouveaux jeunes dans ce milieu. Donc en fait, j'ai la chance de l'avoir rencontrée à une soirée et en fait, ça s'est assez vite construit, on a assez vite accroché et c'est comme ça que j'en suis arrivée à louer son Figaro et en fait, c'est une aide super importante d'avoir quelqu'un comme ça, un peu en mentoring de projet, qui a déjà toute l'expérience. Et voilà, elle a toutes les qualités de navigatrice, mais en plus de ça, toute l'expérience de comment monter ces gros projets de course au large, comment gérer une équipe, et voilà, comment faire au mieux aussi pour avoir un planning et quelque chose qui tient la route. Elle te soutient, elle t'apprend, elle fait du mentorat carrément. Alors effectivement, même là récemment, justement, elle m'a dit n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions pour la Transat, si tu as des questions aussi sur la gestion de projet ou même sur des instruments à bord. Donc c'est sûr que d'avoir une référente comme ça qui peut m'aider, c'est hyper important. Du coup, tu es souvent en Bretagne ? Oui, alors maintenant je suis basée à Lorient. Donc Lorient, c'est un peu la Mecque de la course au large, si on peut dire. C'est là-bas que se retrouvent tous les supports. Donc ça va de l'ultime, justement les gros trimarans, au Mini 650, donc les plus petits bateaux de course au large. Et en fait, justement, il y a toute une structure qui est mise en place, autant à terre pour les formations que sur l'eau pour les entraînements, que pour la gestion de projet. Donc c'est vraiment l'endroit où aller. Tes projets pour cette année ?
Alors les projets pour cette année, justement, c'est de continuer en Figaro 3, donc de participer à toutes les épreuves du championnat, dont la première course va débuter dans 2 semaines, mi-mars plus ou moins. Et ensuite, on a la chance d'avoir cette année 2 grosses courses au calendrier, qui sont la Transat Paprec et la Solitaire du Figaro. Donc la Transat Paprec, c'est une traversée de l'Atlantique qui va partir de Concarneau et arriver à Saint-Barthélemy. Et ça, c'est un double mixte en fait, vous êtes 2. Oui, donc ça c'est la particularité de cette course, c'est une course en double et elle est imposée d'être en mixte, donc les 20-21 bateaux qui vont participer seront en mixte. Deuxième marin, donc ce sera Hugo Cardon. Oui, tu le connais depuis longtemps? Oui, ça va être mon co-skipper sur cette course. Et en fait, nous, on s'est rencontrés justement sur le circuit Mini 650. On a déjà participé à des courses ensemble en double, en mini. Et ensuite, on a participé aussi aux courses l'année dernière et celle d'avant un peu en Figaro, donc le Tour de Bretagne et le trophée BPGO. C'est ce qui fait que justement, c'est cool de partir ensemble sur cette transat puisqu'on a un peu des automatismes déjà qui sont mis en place sur le bateau. Et on se connaît très bien, ce qui facilite aussi justement la communication et la navigation quand on est en double, ce qui peut être délicat suivant les situations à gérer et sur la longueur d'une transat qui dure à peu près 3 semaines. C'est une longue distance, vous la faites avec escale ou sans escale en fait? Oui, c'est plusieurs kilomètres et en fait on s'arrête pas du tout, donc il y a certaines transats en mini justement où on s'arrête aux Canaries, mais là c'est en une seule ligne droite direction les Antilles. Question logistique, la nourriture, l'eau, pour 2 personnes, c'est assez conséquent. Oui, ça fait pas mal de... Le bateau, il fait 10 mètres à peu près, hein, c'est ça? Exactement, le bateau fait plus ou moins 10 mètres et on a effectivement 3 semaines de nourriture et d'eau à prévoir. Donc sur nos bateaux, on n'a pas de désalinisateur, ce qui permet de récupérer l'eau de mer et d'enlever le sel en fait, pour pouvoir la boire après. Donc nous, on n'a pas cette technique-là. Donc on embarque de l'eau justement en bidon. Alors on a plusieurs bidons d'eau qui sont plombés, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés à un endroit et on n'a pas le droit de les bouger, ce qui évite de les percer quand on matos, c'est-à-dire bouger tout le matériel à bord. Comme tu as très bien dit, il y a énormément de matériel qui pèse aussi son poids et c'est important, suivant les conditions, d'y mettre plus à l'avant, plus à l'arrière, d'un côté ou de l'autre. Pour équilibrer le bateau. Ouais. Pour équilibrer le bateau, donc c'est aussi toute une anticipation à faire. Ensuite, Figaro en solitaire, ça ce serait en septembre. La date n'est pas encore tout à fait définie, ni le parcours. Alors le premier objectif, évidemment, c'est de terminer cette course, mais est-ce que tu t'es fixé un objectif de classement ? Alors la solitaire du Figaro, la particularité c'est que y a énormément de marins très très expérimentés qui y participent. Il y a même justement même les vainqueurs du Vendée Globe, tout le podium du Vendée Globe sont des figaristes. Donc il y aura Justine, il y aura Alain Roura. Alors pas cette année forcément. Il y aura tout vers soi en fait. Ce serait sympa effectivement de faire une course, on est de plus en plus, donc on pourrait bientôt faire une course pure suisse. mais oui, déjà le but de participer à cette course, effectivement, c'est de la finir. Moi, je viens aussi avec beaucoup plus d'expérience maintenant que ce que j'avais sur la précédente. Et voilà, il y a un peu cette envie de revanche. Et je dirais que par rapport au classement, en tout cas, déjà de viser la première moitié quand on est en Figaro, c'est déjà un bon objectif. Donc voilà, je pense que pour cette année, c'est un peu l'objectif. Et voilà, c'est vrai que c'est un support où énormément de marins y participent plusieurs fois. Ça peut... Enfin voilà, il y a même Alexis Loison, ça va être sa 19e solitaire du Figaro. Donc c'est pour montrer à quel point c'est une course difficile et un support sur lequel il faut passer beaucoup de temps pour être à l'aise et réussir à performer. Donc justement, l'idée c'est de cette année viser ça et puis de continuer l'année prochaine. C'est pas un support où on fait une solitaire et on arrête. Non, c'est tout un processus aussi en vue de ta préparation pour le Vendée Globe de 2032. Oui, c'est sûr que le Figaro, c'est aussi une super école justement pour la régate, puisqu'on a tous les mêmes bateaux. Donc en fait, on doit vraiment mettre le point sur nous, être meilleur que les autres, aller à un endroit un peu mieux que les autres par rapport à la météo. Donc c'est une super école pour la suite. Si je calcule bien, tu as 22 ans aujourd'hui ? Oui. Et donc, tu auras moins de 30 ans, tu n'auras pas encore 30 ans pour faire ton premier Vendée Globe. Non. Ça file pas un peu le vertige ?
Bah non, en fait, justement, c'est pour ça que je vise le Vendée Globe 2032 et pas le 28 ou pas plus tôt, parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de brûler les étapes. Comme tu as très bien dit, j'ai commencé la course au large très jeune. Et en fait, mon idée, c'est vraiment de faire un peu comme elle a fait Justine, de vraiment pas brûler les étapes et de gravir les échelons petit à petit pour arriver un peu plus sereinement sur le Vendée Globe. Donc c'est pour ça que justement, mon but, c'est vraiment de continuer à faire mes armes en Figaro, puis en classe 40, avant de passer justement sur ces magnifiques bateaux qui sont les IMOCA aujourd'hui. Alors skipper, c'est pas seulement de la mécanique, c'est pas seulement les connaissances des vents, de la voile, etc. C'est aussi de la gestion de projet. Un grand projet comme ça coûte de l'argent, il faut chercher l'argent. Dans la préparation, tu m'as confié qu'une année avec le Transat et le Figaro en solitaire, c'est un budget d'environ 250 000 euros. C'est en euros toujours, hein, c'est ça? Oui. Et 180 000 les années où il n'y a pas de Transat. Ça fait quand même des jolies sommes. Et il faut tenir dans la durée, vu que tu as ce très bel objectif de 2032. Comment tu t'en sors? À quel stade tu en es aujourd'hui? Est-ce que déjà, tu as déjà des sponsors, des aides qui te permettent d'avancer? Manifestement, oui, vu que tu as pu faire une course. Mais cette année, t'en es où? Alors, cette année, effectivement, j'ai réussi à réunir les fonds nécessaires pour participer déjà à la Transat. Donc ça, c'est sûr que je vais prendre le départ le 20 avril. Et là, je cherche encore justement des partenaires et des sponsors pour embarquer dans l'aventure pour la suite du championnat et la solitaire du Figaro. Avec toujours cet objectif de créer des partenariats dans la durée pour pouvoir viser le Vendée Globe. Qu'est-ce que tu vas leur apporter à ces partenaires? Alors, en fait, je dirais que chaque partenariat est différent. En fait, ça dépend vraiment de l'entreprise, de quoi elle a besoin. Nous, c'est des projets qui offrent énormément de contreparties positives. Alors, ça peut être soit en communication interne, on peut énormément travailler là-dessus pour justement essayer de fédérer les équipes autour d'un projet justement hors norme. Donc, de venir faire des journées de team building, alors que ce soit sur des journées de navigation autour du lac Léman ou de venir naviguer carrément en Bretagne avec les équipes en leur faisant découvrir tout l'univers de la course au large à Lorient avec des journées de visite. Donc ensuite, là, t'organiserais de l'événementiel, quoi, carrément. Exactement, ouais. C'est de l'événementiel, c'est des conférences aussi dans l'entreprise, c'est des jeux concours, c'est qu'eux, ils peuvent participer aussi aux courses auxquelles moi je participe en virtuel avec Virtuel Regatta, ce qui crée vraiment une énergie d'équipe et une cohésion hyper importante justement avec ça. Et après, il y a aussi toute la communication externe autour du projet qui peut être réalisée justement en offrant des images hors normes avec un support qu'on n'a pas du tout l'habitude, donc voilà, d'avoir un bateau aux couleurs de l'entreprise, d'augmenter justement la présence des entreprises dans les médias et puis voilà, de justement réussir à créer une notoriété et une image forte de l'entreprise par rapport à un projet justement voile jeune, dynamique et féminin. Ils sont intéressés à recevoir par exemple des images que tu ferais, par exemple, typiquement tu fais une course et puis tu fais des posts, je ne sais pas si tu as vraiment le temps de le faire quand tu es en train de naviguer, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien, par exemple, pour alimenter les réseaux sociaux, pour être suivi, augmenter le nombre de followers? Oui, bien sûr. Alors nous, à bord, la particularité, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir nos portables connectés, donc on ne peut pas faire de posts en temps réel, mais il y a effectivement aussi des bateaux qui suivent les courses pour faire des images de l'extérieur, et on a après des équipes à terre qui peuvent justement gérer la communication sur les réseaux, qui se fait énormément, et ça, c'est justement un contenu qui est précieux. Mais après, il y a aussi toutes les images que moi, je vais faire en embarqué, par exemple, sur la solitaire ou sur les autres courses. Moi, j'ai une caméra à bord aussi, ouais. Et je filme un peu toutes mes routines, comment ça se passe, donc vraiment être dans le centre de l'action. Et après, justement, toutes ces vidéos, j'en fais un film. Mais ça, tu fais de retour à terre? Oui, évidemment, oui, bien sûr. Tu ne peux pas les exploiter pendant que tu fais la course? Non. Après, on a moyen d'envoyer du contenu un petit peu, mais qui ne va pas du tout être traité par moi. Oui, bien sûr. Mais dans le Vendée Globe, j'ai suivi sur le site, on voit des vidéos qu'ils ont postées. Oui, effectivement, ils ont des moyens, ils ont accès à la connexion Internet aussi pour prendre des fichiers météo principalement. Ouais. Et justement, ils ont cette possibilité d'envoyer des images et des vidéos. Pas dans la Transat ou le Figaro. Alors, en Figaro, c'était pas vraiment le cas avant. Maintenant, ça le devient, puisqu'aujourd'hui, on va aussi avoir des installations qui nous permettent de faire ça. Donc oui, on pourra envoyer effectivement des images depuis le bord directement. Il y a d'autres retombées pour les sponsors
Donc là, il y a les événements, tout ce qui est team building, communication interne, etc., motivation. Il y a ensuite tout l'aspect, les images, être associé à ces images, etc., en profiter d'avoir des vues sur les réseaux sociaux, des retombées aussi médiatiques de la presse, de la télévision, de YouTube, c'est un média. Oui, effectivement. Il y a d'autres moyens qui sont porteurs pour les sponsors, par exemple? Alors moi je dirais que vraiment ce qui est hyper porteur pour les sponsors, c'est justement tout ce qu'on peut faire autour du projet aussi. On crée de la visibilité sur les réseaux, mais il y a aussi toutes ces parties temps forts sur les villages de course. Donc en fait, sur toutes les étapes de la solitaire, il y a des villages de course qui sont montés avec des tentes et c'est possible d'avoir un stand. Donc c'est aussi possible de créer des temps forts avec le public en ayant un emplacement dédié justement à leurs activités sur les temps de course avec les milliers de spectateurs qui viennent visiter les villages et voir les bateaux sur chaque étape. Donc justement, il y a aussi cette possibilité de créer du lien et de l'interaction avec un public ciblé. Alors encore une fois, on peut le faire soit sur les villages en Bretagne ou sur les courses à l'étranger, soit même ici de créer justement ce lien avec le public directement en créant des journées aussi d'action. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Pour boucler ton budget 2025, tu es à combien de pourcentage? Alors, pour parler plutôt en chiffres qu'en pourcentage, pour assurer de participer aux courses du championnat cette année, je cherche encore environ 30 000 €. Mais ça, c'est le minimum pour pouvoir participer encore à la Solitaire du Figaro et aux autres courses du championnat. Et après, justement, je cherche évidemment plus de fonds parce que pour l'instant, tout l'argent que j'ai trouvé, je le mets dans le projet, ce qui fait que je ne suis pas encore rémunérée. Et pourtant, c'est vraiment un métier d'être skipper de course au large et ça devrait être possible de se rémunérer en tant que skipper et d'avoir justement la possibilité d'avoir une petite équipe, un préparateur, quelqu'un qui est là sur l'année. Donc là, l'argent, il part en fait dans tout ce qui est matériel, dans les besoins matériels de ces événements, de ces courses. Exactement. Pour l'instant, j'ai réuni justement le budget qui permet de financer la location du bateau, l'achat des voiles, voilà, tout le matériel et toute la logistique. Tu m'as dit, en gros, c'est un peu plus de 200 000 €. Oui, exactement. C'est un peu plus de 200 000 €, 250 000 € pour pouvoir participer aux deux courses. Et voilà, après, justement, pour être le plus confortable possible et pour après aussi avoir un peu plus de performance derrière, le budget est là aussi pour ça, puisque typiquement là j'ai passé énormément de temps derrière l'ordinateur à rechercher des partenaires. C'est tous ces moments que je passe pas sur l'eau pour m'entraîner, donc je dirais que la performance en découle aussi. Donc c'est toi qui vas les chercher personnellement? Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai beaucoup travaillé toute seule ou avec ma maman, mon frère, ma sœur qui m'aident pour toute la logistique, c'était en famille. Maintenant j'ai aussi la chance de m'être associée à une association qui va embarquer sur ce projet. Donc c'est une association qui s'appelle Humains en Action et qui œuvre justement pour les droits de l'homme et pour justement faire des activités concrètes liées à toute cette problématique. Donc il y a cette association, donc Humains en Action, qui te soutient. Quels sont tes autres soutiens? On peut les citer. Tant qu'à faire, faisons-leur un peu de visibilité ici. Oui. Alors, Humains en Action, justement, l'association va embarquer aux côtés et m'aide aussi justement un peu dans justement comment trouver des partenaires, etc. Il y a aussi un grand attrait pour les partenaires de s'associer à un projet comme ça, puisque souvent énormément d'entreprises ou de personnes ont envie de faire des actions justement liées aux droits humains ou liées à la facilitation justement des personnes qui viennent justement et c'est difficile en fait de trouver, je trouve, des actions concrètes, alors que quand on soutient une association et un projet, on met en place justement des choses physiques, des journées, des ateliers, quelque chose de concret. Donc ça aussi, ça m'aide par rapport au projet et moi je trouve ça génial de pouvoir voguer pour justement cette cause-là. Et après, j'ai déjà des soutiens de sponsors. Donc moi, je suis soutenue aussi par l'entreprise Guillemets et Fils et ça. Depuis des années, ils ont été présents dans le projet déjà depuis le Mini 650. Il y a aussi AXA qui m'aide dans mes aventures, le Fonds du Sport Genevois, donc avec la loterie romande. Il y a aussi Thérapie Sport and Move, Kendra. Voilà, toutes ces entreprises qui m'aident justement à créer
à monter mes projets et la fondation aussi Patrimoine Immobilier qui m'aide aussi cette année et déjà les autres années. Donc voilà, c'est toute une entité autour des projets qui font aussi que même si on part en solitaire sur l'eau, au final, c'est pas du tout des projets solitaires. Et c'est aussi une force quand nous, on est sur l'eau tout seul, de se dire qu'il y a tout ce monde autour du projet qui nous pousse aussi à aller plus loin. Et voilà. Avant de se quitter, rappelle-nous l'agenda de cette année 2025. Alors l'agenda, effectivement, il va être bien chargé. Là maintenant, tout de suite, je vais participer à la première course du championnat, la Solo Guiconten, mi-mars. Ensuite, on enchaîne très rapidement sur l'ouverture du village de la Transat Paprec. Donc ça va être une semaine de temps fort, de prologue, de conférences, etc. Avant de prendre le départ le 20 avril pour une transat d'environ 3 semaines. Et après, de rentrer pour participer directement aux prochaines courses du championnat en juin, juillet, août, on a des courses. Et enfin d'entamer la dernière course de la saison, la Solitaire du Figaro, en septembre. On peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Oui, alors c'est tout à fait possible de suivre sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un compte, ça s'appelle Anaëlle Patuche, c'est ma page, aussi sur LinkedIn ou sur Facebook. J'ai aussi un site internet, pareil, qui s'appelle Anaëlle Patuche. Et il y a aussi la possibilité de suivre sur tous les sites de courses pour pouvoir avoir accès à la cartographie, de voir l'évolution des courses en temps réel. Donc, si vous souhaitez devenir partenaire de l'aventure, prenez contact avec Anaëlle. Tous les liens sont à votre disposition dans la description de cette vidéo. Anaëlle, je te propose que l'on se recontacte en mai, après la Transat Paprec, et pourquoi pas, faire un nouvel épisode de tes aventures. Avec grand plaisir. Ça te dit ? Ce serait super. Super. Merci d'être venue, Anaëlle. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Et bon vent. Dans la peau. Oh, celle-là, on a dû te la faire 1000 fois. Ouais, non, c'est quand même... Trop bien, merci beaucoup, c'est super. Plaisir.